Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans On s'en parle, l'émission qui décrypte les différents sujets high-tech qui nous concernent en tant que consommateurs. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui justement? Eh bien de la 5G. La 5G, on la connaît sous le nom plus technique de 5e génération de la téléphonie mobile. Bien avant son existence, elle posait déjà problème et elle soulève encore actuellement différentes interrogations. En quoi la 5G est-elle plus utile que la 4G? Qu'est-ce qui la différencie de son prédécesseur? Quel va être son impact sur le consommateur? À qui profite-t-elle vraiment? Est-elle réellement dangereuse pour la santé? Toutes ces questions, on va tenter d'y répondre dans On s'en parle justement avec mon acolyte, Damien Douany, bonsoir. Bonsoir Anthony. Et avec notre invité Guy Pujol, bonsoir. Bonsoir. Vous publiez ce livre extrêmement intéressant, Faut-il avoir peur de la 5G aux éditions Larousse. Ma première question Guy, déjà on va commencer comme ça. Pourquoi, avant même d'en savoir un maximum sur la 5G, elle part déjà avec une aussi mauvaise réputation? Je pense que ce n'est pas vraiment la 5G qui est visée dans cette mauvaise réputation. C'est tout un ensemble de problèmes qui se regroupent dans la 5G. Et d'abord, c'est un problème très français. Hein. Ça n'existe pas ailleurs dans le monde. C'est vrai qu'on a cette réputation. En Angleterre, un tout petit peu en Belgique, mais c'est surtout en France. Et moi, je pense que c'est un symbole de progrès trop rapide et que finalement, il y a une certaine peur et on regroupe sous ce vocable de 5G beaucoup de choses. D'accord, alors on va continuer, vous allez nous donner votre avis plus tard sur différentes questions qu'on se pose bien sûr parce qu'il y en a beaucoup des questions à se poser sur la 5G, on ne va pas se mentir. Juste avant, Damien Douany, avec ton œil de professionnel de la high-tech, tu vas nous parler de cette 5G justement, si sulfureuse, si critiquée, si détestée, peut-être à juste titre ou pas. Bah oui, est-ce que Anthony, tu souffres de dédoublement de personnalité? Ça peut m'arriver. Je ne vais pas mentir, ça peut m'arriver. Bon, très bien. Bon, je te demande ça parce que quand j'ai travaillé sur le sujet de la 5G, eh ben, effectivement, ça a failli m'arriver aussi, non pas à cause des supposés rayonnements de la nouvelle fréquence, donc de cette 5G, mais dû au caractère très spécifique du sujet et de la question. Parce que travailler sur la 5G, en fait, et avoir un avis sur la 5G, c'est un peu comme choisir un camp. Donc, c'est OM contre PSG si vous aimez le foot. Ah oui, c'est Dax contre Roubaix si vous êtes sur Interville. C'est pain au chocolat ou chocolatine. Vous choisissez votre camp. C'est innovateur contre Amish d'après Emmanuel Macron. Pardon. Donc bref, c'est blanc ou noir. Alors pourquoi justement autant de passions contradictoires autour de la 5G? Alors manifestement, Anthony, la 5G tombe à un mauvais moment. Effectivement, comme vous le disiez il y a quelques instants, Guy, un moment de défiance technologique qui se répand dans toute la société, notamment la société française où on adore douter de tout. Exemple typique, le compteur Linky. Vous savez, le compteur électrique que vous avez peut-être chez vous, qui est un outil qui est censé simplifier les relevés électriques à distance, mais pour d'autres, c'est l'œil de Big Brother qui va permettre de tout savoir sur les consommations électriques. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle les deux camps sont d'accord, c'est le fait que sa couleur verte, c'est vraiment très moche. C'est très moche, on est bien d'accord. Alors c'est très clair, effectivement, c'est très moche. Et donc concernant la 5G, il y a aussi des arguments dans les deux camps. Et donc j'ai essayé de faire les deux parties, on va dire, pour essayer de comprendre un peu le nœud du problème. On va commencer par d'abord comprendre la 5G, c'est quoi la 5G, comment ça marche. Alors la 5G, comme son nom l'indique, c'est la 5e génération de réseau téléphonique. Avant ça, il y avait, Anthony 4G, 3G, 2G. Bravo, effectivement, la 2G ça s'appelait, c'est pas mal. La 2G ça s'appelait l'Edge pour le grand public. C'est toujours le cas d'ailleurs, quand on n'a pas de réseau. Voilà, il y a un petit E, et là dans ces cas-là, tu dis c'est mort. C'est fini. GSM. Et voilà, et GSM, effectivement, la première génération, puis avant ça, effectivement, GSM, effectivement, qui était l'acronyme initial, qui était, je crois, Global System Mobile. Ça a changé dans le temps, donc je ne sais plus. Bon, bref. La petite astuce, en fait, déjà, d'abord, il faut savoir qu'il existe deux 5G. Il existe la fausse 5G. La fausse 5G, c'est quoi? C'est de la 4G améliorée, on va dire. Ça se base sur le réseau 4G, il est évolué. Et puis, il y a la vraie 5G. La vraie 5G, elle nécessite le développement d'un nouveau réseau, la pose de nouvelles antennes, mais c'est celle qui est la plus intéressante parce qu'elle va permettre un très haut débit. Et on en reviendra, j'imagine, avec Guy là-dessus. Donc, la 5G, elle est effectivement conçue pour répondre à la croissance exponentielle des données et aux besoins de connectivité de la société moderne. Et donc, elle va permettre un saut de performance par rapport à la 4G, bien sûr. Alors ça, c'est sur le papier, on est bien d'accord, parce que ça se lance à peine finalement. Exactement, on n'a pas encore trop de recul, les premières annonces ont été faites en termes d'abonnement il n'y a pas longtemps. Alors si je me mets dans le camp des promoteurs de la 5G, qu'est-ce qu'on voit? Les avantages, c'est quoi? Le premier d'abord, c'est de supporter des débits, des grands débits. Ça permet des débits 10 fois supérieurs à la 4G, des délais de transmission divisés par 10, on parle de latence, et de la communication fiable des données, on y reviendra aussi. Ça ouvre un champ d'application impressionnant pour les professionnels, notamment des domaines industriels et médicaux. Par exemple, on va pouvoir faire des
opérations chirurgicales à distance, avec des salles d'opération qui seront sans fil et donc qui pourront être trimballées ou facilement installées. Il y a d'ailleurs une société française qui s'appelle Bicom qui est en pointe là-dessus en Bretagne. Ça permettra aussi de développer le diagnostic d'urgence, par exemple, dans des ambulances connectées, où on aura par exemple des médecins spécialistes à distance qui sauront guider des secouristes sur place avec une caméra et qui permettront de leur dire en temps réel les premières choses qu'il faut faire. Ou bien par exemple une chaîne de montage dans une usine avec la possibilité pour les interventions de maintenance avec un expert qui saura montrer à distance ce qu'il faut faire à un technicien et grâce à de la réalité augmentée, eh bien, on pourra savoir quoi faire. Pour le grand public, ça va être quoi ? Ça va être concrètement l'augmentation des débits. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on pourra faire du jeu par exemple à distance avec ce qu'on appelle du cloud gaming ou bien un visionnage de très bonne qualité sur téléphone ou tablette ou par exemple, on l'a vu ces derniers temps avec le confinement, de la visioconférence de bonne qualité enfin et pas un truc super pixelisé, quoi. Donc ça, ce sont les débits. Mais il y a aussi la connectivité. Il y a aussi la connectivité, exactement. Alors l'autre facette de notre vie, ça qui pourrait changer, c'est ça, c'est le fait de connecter des objets. Alors quand je parle d'objets, je parle de la cafetière, de ce mug peut-être, de la voiture ou d'une machine à découpage laser. Donc autrement dit, ce qu'on appelle l'IoT. L'IoT, c'est l'Internet of Things, donc l'Internet des objets. Et dans l'industrie en particulier, ça permettrait par exemple un contrôle permanent d'une installation de production. Et donc les différentes sous-unités qui composent cette unité de production pourraient communiquer entre elles et s'optimiser en temps réel. Côté mobilité, on aurait des flottes de voitures connectées. Ces voitures, elles pourraient dialoguer entre elles, être supervisées, dépannées à distance, par exemple. Les capteurs des voitures autonomes vont produire des millions de données par jour, et donc on va avoir besoin d'un réseau pour être capable d'encaisser justement la remontée vers des serveurs de toutes ces données. Et typiquement, ça pourrait être le rôle de la 5G. Et puis, il y a les smart cities. Les smart cities, c'est quoi ? C'est les villes connectées. Donc à Tours, par exemple, il y a un projet, entre autres, il n'y a pas qu'à Tours, qui consiste à améliorer la vie quotidienne des citoyens, des touristes, avec par exemple des visites en réalité augmentée, de musées ou autres, ou par exemple de l'aide à stationnement en temps réel. Alors tout ça pourquoi au final ? D'abord pour mieux vivre. Pour mieux vivre, c'est indéniable, il y a un essor de télécommunications depuis 30 ans qui nous aide à mieux communiquer. Aujourd'hui, si je vous dis je vous enlève votre téléphone mobile, vous allez me dire non, je le garde parce que j'en ai besoin, et c'est vrai, il y a cette dimension-là. Et puis pour rester dans la course économique, parce qu'en s'occupant de tels réseaux, la France permet de proposer à des entreprises plus de compétitivité, et puis des activités aussi qui vont pouvoir se développer dans des endroits où aujourd'hui il n'y a pas de réseau, ou peu de réseaux. Et donc en ayant des moyens d'avoir des réseaux plus forts, plus meilleurs, on va dire, plus performants, là où on n'a pas pu amener de la fibre par exemple, eh bien ça va permettre à des entreprises de s'installer et donc de changer la physionomie d'un pays très centralisé comme la France. Alors ça, ce sont les aspects positifs, bien évidemment. tout à fait. Et si on se place de l'autre côté, du coup, ça donne quoi ? Alors, du côté des détracteurs, ça c'est génial. Alors, du côté des détracteurs, d'après eux, la 5G, ça devrait être pire que la Covid et les 10 plaies d'Égypte réunies. Donc, vous avez par exemple la starlet Kim Glow qui explique sur Snapchat, tu la connais, qui explique sur Snapchat que le vaccin contre la Covid-19 est chargé de nanoparticules afin de nous contrôler grâce à la 5G. Bien sûr. Je cite, bien sûr. Vous avez le revenant Michael Vendetta. Oui, il existe toujours. Grand philosophe des Lumières également. J'ai découvert qu'il était DJ maintenant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ? Sérieusement. Donc, le revenant dans Michael Vendetta qui nous explique sur Twitter que s'il dort mal ou qu'il a des acouphènes, c'est à cause de la 5G et qu'aucun média, bien sûr, n'en parle parce qu'ils sont tous aux mains des patrons de Bouygues, de Free ou de SFR. Factuellement, c'est vrai, mais c'est pas pour ça qu'ils n'en parlent pas. Bon, alors, si on met le conspirationnisme bas de gamme de côté, concrètement, il y a quand même certains arguments qui sont loin d'être farfelus et qui méritent quand même de s'arrêter 2 minutes. Si on prend par exemple le maire de Grenoble, Éric Piolle, tu connais bien cette ville. Je suis grenoblois, bien Voilà, sûr. très bien. Donc maire écologiste depuis 2014, pour lui, la 5G ne va servir, je le cite, au grand public qu'à regarder du porno en HD dans un ascenseur. Ce qui, personnellement, ne me donne pas envie de prendre l'ascenseur avec lui. Mais bon, ça, c'est un avis perso. Mais derrière la provoque, il y a un vrai sujet. Le vrai sujet, c'est quoi ? C'est qu'il considère que cette technologie est une dérive consumériste qui va pousser au renouvellement des smartphones, notamment, puisque téléphone 5G, il faut un smartphone 5G en l'occurrence, donc compatible. Et donc, l'empreinte écologique que l'on peut imaginer pour les produire. Donc, prenons l'exemple, l'ADEME, par exemple, qui est l'agence de la transition écologique, mentionne qu'un smartphone est composé d'environ 70 composants et ils consommerait à eux tout seuls 10% de la production mondiale de cobalt d'après le Shift Project. Et puis, bien sûr, il faut recycler les anciens téléphones. Si votre ancien téléphone n'est pas 5G, peut-être que vous n'allez pas le vouloir. Donc, il risque d'y avoir des déchets électroniques qui vont s'amonceler un peu partout. Et puis, il y a la surconnectivité
connectivité aussi. Et c'est une question d'ailleurs qui est très actuellement posée avec la question de l'addiction au smartphone. Et d'ailleurs Eric Piolle, toujours lui, qui dit qu'on est face à une espèce de fuite technoscientiste pour pouvoir savoir combien on va avoir de yaourt dans son frigidaire. La question c'est est-ce que c'est vraiment utile tout ça? Oui, mais l'addiction, on est d'accord, c'est une vraie question de santé publique quand même. Exactement, ça c'est une vraie question, on le sait aujourd'hui, il y a des vrais sujets sur la question, l'addiction aux écrans, l'addiction aux usages du smartphone. Et d'ailleurs l'impact sur la santé, c'est aussi une crainte liée à la 5G et plus particulièrement à une bande de fréquences de la 5G, celle qu'on appelle les 26 GHz, dites les ondes millimétriques. Alors en gros, c'est les ondes les plus prometteuses parce qu'en fait, elles promettent un débit jusqu'à 10 gigabits. Alors 10 gigabits, en gros, c'est l'équivalent de la fibre, hein, pour faire simple. Hein. Donc c'est une fréquence qui est très haute, donc c'est des ondes qui ont une portée très courte. Donc ça veut dire que ça nécessite de rajouter beaucoup d'antennes. Et donc logiquement, d'un seul coup, il y a des craintes qui émergent quant à l'exposition de l'être humain, du corps humain, vis-à-vis des pathologies d'hypersensibilité aux ondes et le fait de se dire est-ce que le corps humain est prêt à encaisser tout ça. Donc ça, c'est un vrai questionnement. Il y a la multiplication des antennes, qui est un vrai débat. Certains pointent aussi l'impact environnemental, comme Gauthier Roussel, qui est auteur du rapport La controverse 5G, qui dit « Ces équipements ultra performants nécessitent l'utilisation de matériaux de pointe. Cela augmente nécessairement la facture d'énergie, la consommation d'eau et bien sûr l'utilisation de métaux rares. » Donc s'il y a plus de données et plus d'antennes, est-ce que ça veut dire plus de consommation? Et bien justement, la 5G, on va dire, elle est nativement conçue pour être plus économe que la 4G en termes de consommation de data. Donc autrement dit, elle optimise le transit de données. Mais quand on regarde aujourd'hui la consommation des données, on constate que naturellement sur la 4G, ça augmente de 30% par an et c'est notamment tiré, allez savoir pourquoi, pendant le confinement, par le streaming de données mobiles 4G et qui augmente qui représente près de 60% du trafic global. Donc en gros, quand on regarde Netflix ou autre sur son téléphone mobile, et ça ne va pas s'arrêter. Donc ça veut dire quoi? Eh bien qu'on va avoir un effet pervers qui s'appelle l'effet rebond. En clair, le volume global ne va pas s'arrêter de grandir et il va continuer. Si la 5G propose eh bien, quelque part une meilleure qualité, les opposants de la 5G disent finalement on ouvre la boîte de Pandore et donc on va démultiplier le volume de données, notamment qui vont transiter sur les téléphones, sur les réseaux et dans le cloud. Et pour finir, il y a aussi la question de la souveraineté nationale, de la sécurité nationale. On l'a vu il y a quelques temps, il y a eu un débat aux États-Unis sur la présence de Huawei, donc qui est un acteur chinois très connu et qui est très avancé sur les technologies 5G. Qui vend d'ailleurs le plus de téléphones. Alors qui sont les deuxièmes ou troisièmes mondiaux. Voilà, ils se tirent la bourre entre Samsung et Apple, mais globalement, ils sont effectivement un des tout premiers fournisseurs de téléphones mobiles, mais ils fournissent aussi l'infrastructure. Or, il se trouve qu'ils ont été accusés par les Américains d'être, on va dire, une porte d'entrée pour le gouvernement chinois, pour le compte tout au moins d'agences chinoises, pour éventuellement espionner les données qui passeraient. Donc ça a d'ailleurs fait débat en France, puisque certains opérateurs ont dit on n'installera pas de matériel Huawei dans tous les cas de figure. Sans aller dans des scénarios à la James Bond, la vraie question, c'est l'hyperconnectivité. Si demain, toutes les infrastructures de nos villes, de nos hôpitaux, de nos usines, de nos véhicules sont connectés en 5G, et s'il y a un piratage massif qui intervient, ou juste une panne technique, comme on a pu voir il y a quelque temps avec Google, par exemple, eh bien, nous pourrions peut-être regretter l'époque du bon vieux téléphone filaire. Merci beaucoup Damien pour cet édito qui est très complet. Je vous remercie beaucoup parce que moi j'y connais absolument rien. Personnellement, j'y connais rien. Guy, je me tourne vers vous. Je vais vous poser une première question que je pense on se pose un peu tous. C'est quoi le changement avec la 5G finalement? Pourquoi on n'est pas resté avec la 4G? Pourquoi la 5G? Qu'est-ce que c'est précisément? Quelle est la différence majeure? D'accord, mais bon, c'est très bon résumé, hein, remarquable. D'accord. C'est bon, on a fini, on peut y aller. Mais non, attendez, vous avez plein de trucs à nous raconter, vous avez écrit un livre quand même sur le sujet. Bon, on fait des progrès, donc c'est normal, tous les 10 ans, on a une nouvelle génération, donc on commence à travailler 10 ans avant, et puis quoi qu'il arrive, on fait une nouvelle génération. Donc ça veut dire que ça fait 10 ans finalement qu'on travaille sur la 5G? Oui, tout à fait, on a commencé il y a 10 ans, et on a commencé sur la 6G. On a déjà bien avancé sur la 6G qui arrivera dans 10 ans. Donc c'est le progrès. C'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Alors maintenant, pour en revenir, 5G, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que, comme ça a été dit, il y a de la fausse 5G, il y a de la presque fausse, il y a de la presque vraie et il y a de la vraie. Et donc là-dedans, c'est un mélange très complexe. Alors, pour être un petit peu plus précis, quand je parle de 5G, ça se spécifie en 3 phases. Une première qui a été en 2018, qui a, disons, spécifié pour aller du smartphone à l'antenne. La deuxième phase, c'était en juin de cette année, qui spécifie ce qu'il y a derrière l'antenne.
C'est-à-dire pour aller de l'antenne vers le distant. Et il y a une troisième phase, pour finir la 5G, qui sera en septembre 2021, qui va finir pour tout ce qui est application et tout ce qui manque dans les deux premières. Donc la 5G, elle n'existera qu'en 2024-2025, pas avant. Mais pour autant, on voit déjà des abonnements qui ont été proposés par les... C'est des abonnements pour la radio, pour la partie de votre smartphone à l'antenne. D'accord. Mais quand vous êtes à l'antenne, il faut aller avec quelqu'un d'autre. Et ben non, ça, c'est pas encore. Ça veut dire que tout fait. sur son téléphone, avant que ça soit marqué, là c'est marqué 4G par exemple sur mon téléphone, il faut que j'attende encore 2-3 ans avant que ça soit inscrit 5G. Ah non, ils vont vous inscrire 5G parce que vous prenez la radio 5G. Mais après, vous prenez le réseau 4G. Vous prenez le réseau 4G derrière. Donc on rentre quand est-ce que la 4G va devenir obsolète finalement? Ah non, mais la 4G, on va la garder encore longtemps. Comme on a encore de la 3G, même encore de la 2G. Edge, c'est ça? Edge, GSM. Ouais. Et donc ça continue à fonctionner. Donc les technologies, elles ne disparaissent pas tout de suite. Au bout d'un certain temps, oui. Ça s'empile donc. Elles s'empilent aujourd'hui. C'est d'ailleurs un des problèmes parce qu'elles consomment toutes et c'est une somme de consommation globalement. Mais bon, donc la 4G est en train de se déployer. Elle n'est pas du tout finie d'être déployée. Donc en parallèle de la 5G qui arrive, on continue à déployer la 4G. Alors donc la fausse 5G, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, on utilise de la 4G, on augmente le débit pour arriver au débit de la 5G. Voilà, mais c'est pas très bon. Mais ça n'a pas toutes les caractéristiques techniques intrinsèques de la 5G, c'est ça ? De la partie radio, oui, parce qu'on va avoir le même débit sur de la fausse que de la vraie, sauf qu'on prend plus de ce qu'on appelle de largeur de bande, on prend plus de fréquences pour arriver au débit de la 5G. Donc on le prend sur la 4G, ce qui n'est pas forcément excellent comme solution, mais ok, c'est une solution. Non, la vraie... Ça veut dire que les gens qui seront en téléphone 4G, par exemple, ils vont avoir un réseau qui sera dégradé ? Ben, c'est pas impossible. D'accord. C'est pas complètement impossible qu'on finisse par dégrader le réseau 4G pour permettre de faire passer des clients à plus haut débit sur de la 4G qui ressemble à la 5G. Justement, les clients au débit, justement, c'est nous, oui, on est les consommateurs de demain, on est ces gens qui allons avoir la 5G bientôt. La 5G, clairement et concrètement, elle sert à qui? Pourquoi? Alors, l'objectif, c'est les entreprises. Principalement. Oui, c'est pas les particuliers, c'est pas le grand public. Et pourquoi on n'a pas fait une 5G que pour les entreprises, par exemple? Eh ben, on fait ça que pour les entreprises. Oui, mais bientôt, voilà, les clients aussi de téléphonie mobile vont avoir de la 5G. Pourquoi? Parce qu'on va augmenter les débits. Donc, évidemment, le grand public va en profiter. Mais ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de faire rentrer ce qu'on appelle des centres de données dans le réseau. Et c'est ça la vraie révolution de la 5G. Ce n'est pas la radio. La radio, c'est une amélioration de la 4G. Mais il n'y a aucun changement dans la radio. La vraie différence, c'est qu'on va amener des centres de données qui vont se trouver très près des antennes. Et c'est là qu'il va y avoir toutes les applications pour les entreprises. Et c'est ça la vraie révolution. Et c'est ce qu'on appelle en termes savants la virtualisation. C'est-à-dire que tout ce qui était matériel, on le met sous forme logicielle dans ces centres de données. Vous avez un exemple concret de ça? Par exemple, avant, ce que l'on faisait sur une antenne, il fallait récupérer des 0 et des 1, par exemple, sur l'antenne. Et maintenant, on ne le fait plus dans l'antenne. On va le faire dans le centre de données. C'est-à-dire qu'on va envoyer le signal au centre de données, et lui, il va retrouver les 0 et les 1. Et puis, toutes les applications que vous indiquiez tout à l'heure, par exemple, l'industrie 4.0, qui est cette automatisation de la production industrielle, ce sont des fonctions qu'on va trouver dans ces centres de données et qui vont permettre justement aux entreprises de se numériser. Voilà, donc c'est ça. Et cette 5G, elle n'arrivera pas avant quelques années. Mais le problème, c'est qu'il faut les déployer, ces antennes. Justement, les antennes, c'est vraiment ce qu'on entend partout un petit peu dans les informations, dans les médias, etc. Ça pose vraiment problème, ça on l'a bien entendu. Alors, on a lu partout d'ailleurs que le gouvernement aurait fait passer la 5G, je vous répète ce qui s'est dit, de façon très cachée un peu pendant la crise sanitaire, à savoir l'implantation des antennes relais pendant le premier confinement. Quel crédit il faut apporter à ça, selon vous? Non, je pense que c'est un déploiement normal. C'est pas, je veux dire, pour arriver dans 4-5 ans à avoir un réseau complet, il faut commencer à déployer aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est de faire payer ceux qui veulent bien se connecter, donc ceux qui vont acheter des smartphones 5G,
Mais en fait, ils n'auront pas plus de débit que ce qu'ils ont en 4G. Mais vous pensez que le fait de l'avoir fait discrètement passer pendant le premier confinement, c'est un moyen d'essayer quand même on va dire, d'éviter les levées de boucliers? Parce qu'on le sait aujourd'hui, les antennes, c'est un point de cristallisation qui est quand même fort. Alors pourtant, à mon avis, il y a plein de problèmes dans la 5G, mais alors ça, c'est un faux problème. Alors pourquoi c'est un faux problème? C'est un faux problème parce que justement, les antennes sont extrêmement simples. Les antennes, elles font que prendre le signal qui arrive des smartphones et de le renvoyer au centre de données. Elles ne font plus rien, les antennes. Donc il n'y a pas de problème. Il faut les déployer, par contre. Il faut en mettre partout. Et ça, évidemment, c'est un peu plus complexe parce que, comme ça a été noté, c'est quand même des nouvelles antennes. Ce n'est pas les mêmes antennes que la 4G. Et ça a de nouvelles fréquences. C'est les fameuses fréquences qui ont été vendues aux enchères pour près de 3 milliards, il n'y a pas très longtemps. Et donc, c'est des choses nouvelles. Alors, effectivement, la problématique, c'est que cette fameuse bande qui a été vendue à 3 milliards aux 4 opérateurs, elle est un petit peu plus haut en fréquence. Et donc, les fréquences, donc les ondes électromagnétiques qu'on envoie, vont de moins en moins loin avec la fréquence. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Plus on monte en fréquence et moins ça va loin. Moins ça va loin et donc plus il faut d'antennes. Donc il faut être finalement proche des antennes pour habiter à 1 mètre des antennes pour risquer quelque chose. Ah non, pas 1 mètre, mais non, quand même pas, mais quelques centaines de mètres de l'antenne. Et il en faut plusieurs pour relayer Eh ben, il en faut plus, puisqu'elle porte moins loin. Parce que pour des raisons sanitaires, on ne veut pas augmenter la puissance des antennes. Sinon, si on augmente la puissance des antennes, on va dépasser les seuils, et ça, c'est complètement interdit. Donc vous dites en fait qu'il y a plus d'antennes, ce qui est la présence physique du réseau, qui fait peur, mais on en met plus parce qu'en fait, c'est pour éviter de dépasser des seuils qui seraient éventuellement nocifs. Absolument. Et contrairement à tout ce qu'on entend, plus il y a d'antennes, et mieux c'est. Ça va dans le sens totalement opposé à ce qui est dit. C'est contre-intuitif. Eh bien oui, parce que plus il y a d'antennes, plus on peut affaiblir l'antenne, parce qu'elle porte moins loin. Et donc du coup, on a moins de puissance reçue au niveau du... Mais là, vous tordez le cou un petit peu aux idées qu'on a autour des ondes, autour des antennes, autour du fait qu'on dit que plus il y a d'antennes et plus c'est cancérigène, plus les ondes sont dangereuses pour la santé. Oui, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Et pourquoi il y a autant de spéculation là-dessus? Parce que ça fait peur finalement? Oui, pourquoi? Parce que ces fameuses fréquences, on ne les entend pas et on ne les voit pas. Et ça fait peur. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais par exemple, vous avez quelque chose qui est une onde électromagnétique qu'on connaît très bien, c'est la parole. Quand je parle, c'est une onde électromagnétique qui sort de ma bouche. Et vous avez peur de mon onde électromagnétique? Non. Aujourd'hui, avec la Covid, oui, mais là, on respecte les distanciations. Mais de base, pas du tout. Eh bien oui, et pareil, le visuel, c'est une onde électromagnétique des objets que l'on voit. Et alors, qui est en puissance bien supérieure aux ondes électromagnétiques correspondant à la 4G ou à la 5G ou aux ondes millimétriques. Alors justement, nous, on a demandé l'avis au docteur Calafior, qui est un médecin généraliste qui exerce à Lille, ce qu'il pensait justement de l'impact de la 5G sur la santé. Voici sa réponse. Docteur, pourquoi est-ce qu'on dit en fait finalement que la 5G c'est dangereux pour la santé? Ça sort d'où ça finalement? Je ne sais pas trop d'où ça sort le fait que la 5G serait dangereuse pour la santé parce qu'il n'y a aucune raison de douter de ça. Franchement, faut pas avoir peur, sauf si vous habitez à moins d'1 mètre d'une antenne relais. Là, ça peut être dangereux, mais sinon, plus vous vous éloignez d'une antenne relais, moins il y a d'ondes. Et sur le corps, ça a été étudié, la 3G, la 4G, la 5G, ça a été vraiment parfaitement étudié, c'est sans danger. Et quand on dit que c'est cancérigène les ondes, est-ce que ça sort d'où ça aussi? Est-ce que c'est des idées reçues encore une fois? Ou est-ce qu'il y a un papier, un rapport qui prouve que les ondes pourraient être cancérigènes? Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites justement sur le fait de savoir est-ce que les ondes sont cancérigènes, est-ce que ça peut provoquer des leucémies, des cancers du cerveau, etc. Eh bien, tout a été clair et net d'un point de vue scientifique. Ça n'a pas d'impact sur ces problèmes de santé. Donc, c'est des idées reçues, c'est un peu des légendes urbaines en quelque sorte. Voilà, donc vous venez de l'entendre, le docteur Calafior dit à peu près pareil que vous. Finalement, c'est pas du tout dangereux. Donc, en fait, c'est une idée reçue, encore une fois. Non, attention. Ça peut être dangereux si la puissance que l'on reçoit est trop forte. Et donc, il ne faut pas dépasser les limites qui ont été fixées. Ce sont des normes, qui ont été fixées. Sont des normes internationales au niveau mondial. Mais qui les vérifie, ces normes? Ah, voilà, il faut les vérifier sans arrêt. C'est-à-dire qu'il faut que, en France, c'est l'ANFR, c'est une agence qui fait des mesures et qui doit vérifier qu'à aucun point du territoire, on dépasse ces valeurs. Parce que si on les dépasse, ça devient dangereux. Alors, si je reprends mon analogie avec les ondes électromagnétiques de la parole, si vous mettez l'oreille contre une cloche qui sonne très très fort, vous allez être pas très bien. Si vous regardez le soleil comme ça fixe pendant un moment, pareil, vous allez vous brûler l'œil. C'est pareil, les ondes électromagnétiques, si elles sont trop fortes, elles font mal.
Donc il faut absolument respecter les valeurs. Et plus vous mettez d'antennes, plus vous pouvez descendre les puissances des antennes, et moins c'est dangereux. Je vais revenir, si vous me le permettez, Guy, sur les théories un petit peu du complot. Oui. J'ai lu certains articles comme ceux de Médias pour tous, fondés par le militant d'extrême droite Alain Soral, qui évoquait une sorte de complot de l'État caché. Alors on n'a pas vraiment apporté de crédit à tout ça, hein, parce que voilà, les complots, etc., c'est vraiment aujourd'hui ce qui se passe partout. Enfin, on en lit partout et on ne sait plus vraiment à qui donner crédit ou non, entre guillemets. Mais il y a aussi la déclaration de l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, qui dénonce cette ordonnance du 26 mars généralisant la 5G. On se demande aujourd'hui qui dit vrai finalement. Est-ce que oui ou non, la 5G est arrivée en France quelque part un peu de façon forcée, j'ai envie de vous demander? Bah non, parce que ça arrive partout dans le monde. Hein. Alors pourquoi justement l'ancienne ministre de l'Environnement a fait une telle déclaration? C'est assez étonnant quand même. Oui, c'est un petit peu étonnant parce que les études, on en a énormément d'études. Bon, on attend une nouvelle étude, mais elle n'apportera strictement rien, cette nouvelle étude, parce que pour faire une étude pour 20 ans, pour avoir peut-être même 30 ans, peut-être même 40 ans, avant de peut-être s'apercevoir qu'il y a un problème. Donc ce n'est pas en 3 mois qu'on va avoir quelque chose de nouveau. Donc c'est sûr que toutes les nouvelles études dans quelques mois, ça ne peut que reprendre les études précédentes qui toutes disent vraiment la même chose. Si on respecte les puissances, il n'y a pas de problème sanitaire. Donc c'est les théories du complot finalement, elles touchent j'ai envie de vous dire tous les sujets de société qui existent, le coronavirus, oui, la 5G, oui. partout. Mais ça particulièrement sur cette partie de la 5G, comme je l'ai dit, il y a d'autres problèmes sur la 5G. Il y a la consommation énergétique sur laquelle on va peut-être revenir, qui est un vrai problème. Il y a les problèmes effectivement, de nos données vont transiter par ces fameux centres de données et vont peut-être pouvoir être piratés, etc. Ça aussi, c'est un autre problème qui existe réellement. Mais je pense que le problème de la santé, à partir du moment où, je répète bien, à partir du moment où on respecte, c'est-à-dire que, vous voyez que l'idée, c'est que si j'ai des nouvelles antennes qui portent moins loin, les opérateurs, ils peuvent dire, oui, mais j'ai pas envie de mettre plus d'antennes parce que ça va me coûter cher, donc je vais augmenter la puissance de mes antennes. Et ça, c'est pas bon. Alors vous dites que sur la santé, finalement, il n'y a pas énormément de risques. En revanche, dans le livre, vous évoquez aussi une pollution électromagnétique, à savoir beaucoup d'ondes, hein, c'est ce que vous venez de dire. Est-ce que ça peut être dangereux finalement? Non, pas vraiment, parce que les ondes respectent toujours, je dirais, les limites, si elles respectent les limites. Mais c'est vrai qu'on a de plus d'ondes, parce qu'il y a de plus en plus de bandes de fréquences que l'on utilise. Et comme on n'arrête pas les technologies d'avant, on est traversé globalement par plus d'ondes. Et donc effectivement, la tendance est essayer quand même de descendre ces puissances de plus en plus. Donc par exemple, votre smartphone, au lieu de le coller à l'oreille, c'est de le poser là, d'avoir des écouteurs, et puis entre votre smartphone contre l'oreille et le smartphone à, disons, 20 cm, la puissance est diminuée par 100 à peu près. Donc c'est des réflexes finalement à adopter. C'est des réflexes à adopter justement pour prendre en compte cette possibilité qu'un jour, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, on découvre que même la limite qu'on avait fixée était peut-être un tout petit peu trop élevée, et donc autant prendre des précautions tout de suite. Alors, c'est vrai que l'antenne, les grandes antennes sont vraiment pas dangereuses du tout. Le plus dangereux, c'est le smartphone. Pourquoi? En lui-même. Oui, parce que vous avez une antenne dans votre smartphone. Il est émetteur, oui, on le met à l'oreille, oui, tout à fait. Oui. Vous avez une antenne que vous mettez contre votre oreille et dont l'objectif est d'arriver jusqu'à une antenne qui est peut-être à 2 km. Et alors forcément, vous avez besoin de pas mal de puissance. Et c'est là où c'est le plus dangereux. Vous êtes à la limite, je dirais, des valeurs qui sont réglementaires. Donc finalement, toutes les nouvelles technologies, iPhone pour ne citer que, les AirPods par exemple, qui permettent de téléphoner à une certaine distance du téléphone, sont très bonnes. Finalement c'est utile. Absolument. Là vous m'apprenez quelque chose. Oui, non, tout à fait. C'est un gadget finalement de plus de Apple, mais pas du tout. Il ne faut jamais par exemple coller son smartphone contre l'oreille, il faut au moins 5 mm. 5 mm, 4 fois moins de puissance. 5 mm. Et vous me dites si je me trompe, mais moins de barres, si tu as moins de barres sur ton écran, il ne faut surtout pas vouloir à tout prix essayer d'avoir, parce que c'est moins de barres, c'est que l'appareil va tirer à fond pour aller chercher le réseau. Exactement. C'est-à-dire que si vous essayez de trouver un appareil en me disant pour me protéger, je mets un truc métallique, l'appareil va essayer d'augmenter sa puissance pour passer la barrière métallique. Donc il ne faut surtout jamais mettre de barrière métallique. Une des innovations de la 5G, c'est quand même ce qu'on appelait les ondes millimétriques. Donc c'est du 26 GHz. Ça, l'idée, c'est d'avoir une sorte de réseau
virtuel, si on peut dire, dématérialisé, qui permettra par exemple, j'en parlais tout à l'heure, de faire de la communication entre différents outils, comme par exemple une salle d'opération sans fil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas du tout le faire? Alors, ça existe. Alors c'est faisable. Alors, j'en ai parlé avec des spécialistes, dont la société Bicom que je citais tout à l'heure, qui développe ça, et qui m'expliquait que, je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais on ne peut pas le faire aujourd'hui. Ils me disaient qu'aujourd'hui, le problème principal, notamment pour tout ce qui est médical, c'est la question de la latence. Donc autrement dit, on peut le faire en sans fil, mais un chirurgien, quand il opère, il faut qu'il y ait, on va dire, une latence, donc on va dire un temps de réaction à l'écran. Entre le moment où il bouge. Voilà, et ce qu'il voit, Okay. il faut que ce soit le plus infinitésimal possible pour que ça représente la vérité, on va dire, de ce qu'il fait. En temps réel. En temps réel, voilà, qu'il y ait une sensation de temps réel. Et vous me dites si je me trompe, vous expliquez qu'aujourd'hui, la 5G et la technologie des ondes millimétriques permettaient d'avoir cette sensation de temps réel absolu. Ah non, c'est pas ça n'a rien à voir avec la fréquence. Ah, ça n'a rien à voir avec la fréquence. Alors ça a à voir avec quoi justement? Parce que ça peut être une belle évolution c'est également. ce qui a été dit, ça dépend du temps de latence. C'est ça. Donc le temps de latence, c'est le temps pour partir d'un appareil manuel que bouge le chirurgien jusqu'à la machine qui est en train d'ouvrir le ventre de la personne à distance. Mais il y a un jour où ça sera instantané justement, ce temps de latence? Il sera vraiment en direct Là, on va descendre à 1 milliseconde, alors qu'en 4G, on était plutôt dans 20-30 millisecondes. Donc on descend d'un temps qui est inacceptable pour faire une chirurgie à distance. 1 milliseconde devient un temps acceptable pour faire une chirurgie à distance. Donc là, on parle d'une révolution quand même dans le monde de la santé. Absolument. Et il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un retour haptique, c'est-à-dire que quand ils coupent, ils sentent qu'ils coupent. Parce que s'il ne sent pas, il ne sait pas s'il faut s'arrêter, etc. Et donc ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait dans les deux sens une quasi-immédiateté ou une latence suffisamment courte pour qu'au moment où il coupe, il le ressente et qu'il le voit et que ça se fasse. Exactement. Et ça, la 5G le permet, alors que les technologies d'avant ne le permettaient pas du tout. Donc sur le domaine médical, on peut tout à fait imaginer demain d'avoir la possibilité d'opérer des gens à distance parce que le chirurgien est à Paris, alors qu'on a une scène compliquée suite à un accident, par exemple, à Tours ou à Rennes, je prends au hasard, et on peut avoir quelqu'un qui peut éventuellement, plutôt que de se déplacer, peut opérer en urgence. Pourrait. Alors il faut évidemment avoir la machine, l'outil qui est derrière, mais tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est des progrès qu'on devrait pouvoir faire. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant, si vous le voulez bien, à l'environnement, l'impact de la 5G sur l'environnement. Est-ce que pour vous, il y a un véritable danger ou pas du tout? Alors, oui, là, je pense que c'est pas évident de ce qui va se passer, mais c'est exact que comme on met des centres de données, ça dépense beaucoup d'énergie, les centres de données. Pour bien comprendre, les centres de données, c'est des data centers? Oui, c'est ça, c'est des data centers. C'est des ordinateurs en ringuette. Voilà, ce sont le nom français maintenant qui arrive. Que sont les data centers? Moi, j'aimerais comprendre. Alors, ce sont des piles de serveurs. Des ordinateurs qui sont empilés. Des ordinateurs empilés par le plus gros, il a 1,2 million de serveurs de base. C'est à côté des antennes? Alors, dans le monde de la 5G, oui, ils vont se déployer à côté des antennes. Enfin, pas très loin, disons jusqu'à 2-3 km, voire un tout petit peu plus loin. Donc, ils sont reliés à l'antenne par une fibre optique. Et donc, le temps, justement, de latence entre le client et le data center, aller-retour, 1 milliseconde. Par contre, ça dépense énormément d'énergie, les data centers, parce qu'en gros, c'est des ordinateurs qu'il faut réfrigérer constamment. Oui, c'est bien ça qui pose des problèmes énergétiques, parce que le data center, ça consomme énormément. Pour vous donner un exemple, par exemple, vous prenez Google, il a 25 gros data centers, le plus gros, il fait 1 million de serveurs. 1 million de serveurs, ça dépense 100 mégawatts, donc si vous multipliez par 25, 2,5 gigawatts, 2,5 centrales nucléaires. Rien que pour les data centers de Google. Et si vous prenez tous les data centers du monde, 390 gigawatts. Il y a un truc qui me vient en tête, mais est-ce qu'on va avoir suffisamment d'énergie électrique pour arriver à financer Mais d'ailleurs, c'est ce que vous dites. Vous dites que si on ne surveille pas l'impact écologiste de la 5G, en 2027-2028, c'est-à-dire demain, j'ai envie de vous dire, la Terre ne produira plus de nouvelles technologies pour alimenter le monde informatique. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation, si on prend la courbe d'aujourd'hui, telle qu'on l'augmente, effectivement, on va vers le mur. Donc ça veut dire qu'il faut absolument arriver à faire des progrès technologiques pour abaisser la consommation générale. Alors ce n'est pas que la 5G, attention. Et il faut faire quoi concrètement alors? Par exemple, quand votre smartphone n'a pas besoin d'être allumé, il faut qu'il soit éteint. Mais ça peut se faire totalement automatiquement. Oui, mais il y a très peu de personnes, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, qui éteignent leur téléphone la nuit. Non, moi, je suis le premier à le laisser allumer. Non, mais bien sûr. Non, mais il faut que ça soit automatique. Oui, d'accord.
Il faut qu'il se rallume si quelqu'un vous appelle. Alors justement, il me semblait que dans la 5G, Ouais, c'est il un y a exemple. un principe de, on va dire, de mise en veille des antennes. Oui. C'est ça, pour essayer justement d'abaisser la consommation. C'est bien ça? Exactement. On va faire ce qu'on appelle du start and stop, comme pour les véhicules. Eh ben, quand on n'a pas besoin, ça s'arrête tout seul. Donc s'il n'y a personne qui est sur l'antenne, on dit communique Voilà. via l'antenne, l'antenne se met en veille. Sommaire, ben, il y a une antenne, ça consomme énormément. Mais on la sollicite tout le temps, cette antenne. On est tout le temps sur le téléphone, sur les applications, sur les textos, les choses Non, comme ça. parce que justement, ça c'est aussi une des particularités des antennes 5G, c'est qu'elles vont être beaucoup plus directives. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une antenne, mais il va y avoir un grand nombre d'antennes sur un pylône, et chaque antenne a une toute petite direction par rapport à la 4G qui arrose beaucoup, c'est ça? Et donc, vous ne pouvez jamais l'arrêter, parce que il y a toujours quelqu'un. Oui, si Même- on débranche une antenne 4G, il y a tout un quartier qui Voilà. est en zone blanche, quoi. Voilà, et donc il y a toujours au moins quelqu'un qui est connecté. Donc vous ne pouvez pas l'arrêter. Alors que sur la 5G, comme ça va être des petites, ce qu'on appelle cellules, ben, s'il n'y a personne dans la cellule, on l'arrête l'antenne. Et on la rallume si quelqu'un appelle, parce qu'il y a un signal électromagnétique qui va permettre de rallumer l'antenne. Et donc ça, on va faire ce qu'on faisait dans les voitures, du start and stop. C'est-à-dire que dès qu'on n'a pas besoin, on arrête. Et il faudrait faire ça pour tout. Donc pourquoi concrètement aujourd'hui on oppose souvent la nouvelle technologie avec l'environnement finalement? Est-ce que les militants écologistes ont raison Ben, de se méfier de la 5G? Est-ce qu'ils ont raison d'être contre? Est-ce que ça fait vraiment des dégâts sur la planète? Alors oui, c'est pas complètement faux, parce Ça va que faire c'est construire pas que la ça va faire 5G. construire des hein. centrales nucléaires. Voilà. Oui, c'est pas que la 5G, c'est l'ensemble, disons, de l'informatique, des télécommunications, de ces centres de données monstrueux qu'ont les GAFAM, là, les Apple, Amazon et compagnie. Ben, c'est vrai que là, on augmente en consommation de façon considérable. Donc là, le problème énergétique est un vrai problème. C'est-à-dire que là, il faut se pencher dans les années qui viennent sérieusement pour arriver à consommer moins. Ça, c'est sûr. Mais comment faire pour consommer moins? Arrêtez vos équipements, par exemple, plutôt que votre smartphone, là, il ne sert à rien. Là, pour le Actuellement, moment. non, il sert à Donc, rien. ce Alors qui veut pourquoi dire- il ne serait pas éteint? Ce qui veut dire, c'est un peu comme si quand on nous a appris à arrêter l'eau quand on se brosse les dents, et ben, ce serait C'est l'idée de pareil. dire on arrête le smartphone quand, voilà, il est allumé depuis tout à l'heure, le mien par exemple, Ben je pourrais oui. très bien le couper. Oui, mais ça, effectivement, c'est je pourrais c'est l'éteindre. bien. Tu soulèves un réflexe qui est important, mais que pas tout le monde utilise, malheureusement. Je veux Mais dire. non, mais ça sert automatiquement. C'est pas l'utilisateur qui va Donc, ça le veut faire. dire que, par exemple, une fois que la 5G sera installée dans, par exemple, 3-4 ans, j'ai une nouvelle mise à jour de mon téléphone qui va s'éteindre tout seul quand je m'en sers pas. Ben voilà, par exemple. Alors, c'est pas pour tout de suite. Hein. Oui. On est aujourd'hui technologiquement pas trop loin, mais il va falloir attendre quelques années. Mais... Bah, vous dites en 2027-2028, ça peut partir un peu en Ah oui, cacahuète. bah Donc, non, non, il mais faut ça que pour arrive 2000. vite, quand même. Non, mais 2027, mais 2028. Oui, oui, absolument. Vous aurez les technologies vont s'éteindre. Tout va s'éteindre, hein, Mais, automatiquement. Est-ce qu'il n'y a pas un point aussi concernant on va dire l'obsolescence de tous ces matériels-là? Si je veux la 5G, il faut que je change de téléphone. Absolument. Là, j'ai le modèle 11, il faut que j'achète le 12 qui est Oui, mais compatible. ça, Bon. ça, ça m'inquiète pas trop. Hein. Généralement, il y a un modèle tous les ans chez Oui, Apple, mais ça crée- chez, mais- chez Samsung, etc. Bien sûr, mais on va dire que jusqu'à présent, si j'avais envie de garder celui-là, il était compatible avec le réseau qui Oui. était le réseau 4G. Ouais. Là, je vais être obligé de changer de téléphone. Ouais. Donc logiquement, on va se retrouver avec un nombre de volumes d'appareils qui vont être mis au rebut. Oui. Et donc, quelque part, il y a aussi une sorte Oui. de dépense ou d'empreinte écologique liée à ça qui est quand même non négligeable. Ça, c'est tout à fait exact. On jette 1 million de téléphones tous les jours. 1 million par jour. 1 million par jour. Ah ouais. Donc là, si je rallume mon Nokia 3310 que j'utilisais en 2004, Oui. concrètement, je peux pas téléphoner avec? Vous n'allez pas faire grand-chose avec, non? Parce qu'il n'aura que les composants pour vous connecter à une antenne 2G. Donc, s'il y a une antenne 2G Je pas peux trop juste loin, passer un coup de voilà, vous pourrez passer un coup de fil. De toute façon, on ne pouvait pas faire grand-chose Et avec donc, le Nokia à 3310. part jouer avec Snake et À voilà, part jouer à ça. Snake, Ah, exactement. non. Mais je peux quand même envoyer des textos, je peux quand même passer. Ah, ou tout juste, hein? Tout juste. Oui, 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 oui. Vous revenez vraiment en arrière, là. Mais alors justement, vous disiez tout à l'heure que les réseaux s'empilent les uns les autres. Ça veut dire que quand Ouais. même, vous parliez tout à l'heure du fait que la 4G pourrait être éventuellement dégradée pour partie, pour faire passer, en attendant qu'elle soit développée, la 5G. Ça veut dire que les réseaux 2G, par exemple, on pourrait éventuellement les éteindre petit à petit. On devrait pouvoir. Ce qu'il y a aujourd'hui, on les réutilise pour connecter des objets. Oui. Donc il y a une nouvelle réutilisation parce que justement le débit est tout petit et les objets ont des débits en général tout petits et ça correspond bien au GSM. Toujours sur la question environnement, Oui. il y a quand même un point de fond qui se pose, c'est est-ce que cette logique de, finalement,
de la connectivité à tout crin et à tout prix, ça peut être tout à fait positif, mais à la fois, est-ce que quelque part on ne va pas trop loin? Ce que je veux dire par là, c'est parce qu'on génère un usage, donc on génère une consommation, mais est-ce qu'on a vraiment besoin, par exemple, que les voitures soient connectées? Est-ce qu'on a vraiment besoin que les machines aussi soient connectées? Est-ce qu'on a C'est vraiment pas un besoin de caprice, ça? ouais, je suis d'accord. Est-ce que c'est pas finalement un peu un caprice non, parce que là, et des gadgets? Par rapport à cette notion de frugalité technologique dont vous nous dites qu'en gros, si on fait rien, en 2027, on se prend le mur. Oui, mais bon, c'est vrai qu'automatiser l'industrie, par exemple, ça va enlever tous les métiers pénibles. Hein, et puis ça va permettre. Donc, je dirais par exemple, l'image qu'on donne, c'est que dans 2030, vous commanderez votre voiture sur le data center de l'opérateur. Lui, l'opérateur, à travers sa 5G, il va mettre en marche les machines-outils qu'il faut, qui va construire votre voiture, et on vous la livre quelques heures après, dans la journée. Ça, c'est l'automatisation de la production industrielle. C'est quand même pas si mauvais, quand même. Ça va me permettre. Alors après, on peut discuter chômage. Oui, parce qu'il va y avoir des impacts sociaux. Ça, c'est sûr. C'est surtout que tous les films futuristes qu'on a vus dans les années 90-2000, finalement, c'est eux qui nous montraient le futur qu'on Alors après, est-ce que ce futur, il est bon ou mauvais? Ça, c'est à vous de juger. Dans les films, il n'est pas très bon. Vous allez avoir beaucoup plus d'automatisme. Et bon, c'est vrai que voilà, tout va se faire automatiquement, beaucoup plus. Alors, est-ce qu'on va perdre le contrôle aussi, vous allez dire? Mais vous décrivez un petit peu un monde méga connecté, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, mais il existe encore, excusez-moi, aujourd'hui, des régions ou des villes où on ne capte pas la 4G aujourd'hui. Comment on peut expliquer qu'en 2020, on ne capte pas la 4G et qu'on est déjà à la 5G? Ces villes-là, est-ce qu'elles vont un jour capter, avoir du réseau, ou elles vont toujours… Est-ce qu'il va y avoir encore des zones en France où il n'y aura pas de réseau? Oui, parce que moins il y a de monde et moins c'est rentable. C'est tout simplement ça. Donc on en revient toujours à la même question. Toujours la même question. Donc la promesse qu'on a entendue qui est de dire que c'est génial, aux endroits où on ne peut pas tirer de la fibre, on va mettre de la 5G, donc bien sûr plutôt dans des endroits reculés, c'est une fausse promesse? Alors, ça dépend. Si on la tient, pourquoi pas? Mais je pense que les opérateurs le disent, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont le faire parce que ce n'est pas rentable. Mais ils ont des obligations de la part de l'ARCEP. Alors voilà, exactement. Après, il y a une obligation. Alors pardon, je précise l'ARCEP. Oui, l'ARCEP, donc pour faire simple, c'est l'autorité de régulation des opérateurs télécoms. Pour faire simple. Qu'est-ce qu'elle impose? Et normalement, il y a des cahiers des charges spécifiques qui imposent, par exemple pour la couverture de la 4G, et ils ne l'ont pas encore atteint. Normalement, en 2020, il devait y avoir, je crois, 90 ou 95% du territoire qui devait être couvert. Ils ne l'ont pas atteint. Donc ils ont des amendes qui sont normalement versées sur un pourcentage du chiffre d'affaires si jamais ils n'atteignent pas ces chiffres. Donc en gros, c'est des engagements en contrepartie du fait d'utiliser une fréquence. Voilà. Oui, tout à fait. Et donc la question, c'est est-ce que… le gouvernement va continuer à obliger les opérateurs à se déployer alors qu'ils n'en ont pas du tout envie. Parce que ce n'est pas rentable. Oui, ce qui est rentable, c'est les villes. Enfin, ça. Oui, donc ils veulent bien couvrir les villes, mais les zones rurales, pour eux, s'ils pouvaient ne pas les couvrir, ils ne les couvriraient pas. Parce que c'est le problème toujours de rentabilité. Pourquoi mettre une antenne qui va servir 3-4 personnes? C'est pas très rentable par rapport à une antenne en ville qui va servir 10 000 personnes avec plein de débit. Donc ça, c'est juste une question de rentabilité. Donc aujourd'hui, les autorités obligent les opérateurs à mettre de l'argent pour essayer de couvrir des territoires qui n'étaient pas couverts. Mais la 5G ne résout rien du tout. Ça sera le même problème. Donc tout est une question de business finalement. On en revient toujours au point. Il y a une grande partie de business, bien sûr. Et puis c'est pour ça dire que le président pousse la 5G, parce que derrière, il y a une économie, il y a un business qui est derrière. Et qui, une autre activité aussi du territoire. Il y a d'autres activités, etc. Donc on pousse, mais c'est vrai que c'est toujours une question de rentabilité, oui, bien sûr. C'est dingue parce que c'est vraiment, on vit dans une société de consommation où d'un côté on voit que la nouvelle technologie sert finalement à notre société et d'un autre côté elle est complètement effrayante parce que finalement elle impacte sur l'environnement, sur la santé. On a vu que ce n'était pas vraiment le cas, mais d'une certaine façon quand même s'il va y avoir beaucoup de technologies. Donc au final, est-ce qu'il faut vraiment avoir peur de la 5G ou pas, Guy Pujol? Ma réponse en général c'est oui et non. Comme ça je ne me mouille pas trop. Mais c'est vrai, je suis le premier à le reconnaître. Au point de vue technologique, on va de plus en plus vite. Et donc, la population moyenne a du mal à suivre toutes ces technologies, à quoi elles servent, ça dépense plus, ça c'est tout à fait exact. Mais ça, c'est des propriétés qui sont comme ça. On va de plus en plus vite et on est, je dirais, en plus, poussé par la Chine et les États-Unis.
Mais surtout vers la Chine. Il y a des pays en Europe qui refusent la 5G? Non, Aucun. non, aucun. Et dans le monde, pas? Dans le monde, aucun. Il n'y a qu'en France qu'il y a ce débat. Je vous dis un tout petit peu en Angleterre, un tout petit peu en Belgique, mais c'est tout. Mais de nouveau, ce n'est pas le problème de la 5G, c'est le problème général du progrès technologique qui va trop vite et que la 5G symbolise. Mais ça pointe quand même du doigt la notion de surconnectivité. Il faut être honnête aujourd'hui. On parle d'addiction des écrans, on parle de surconnectivité avec le fait que lorsque un des acteurs du marché éternue, demain les serveurs d'Amazon tombent en carafe, vous avez la moitié des startups dont leur service tombent en panne. Pareil pour Google ou autre. Donc la question c'est, et demain, ma machine-outil, mon usine est entièrement connectée, je suis Uber et mes voitures sont connectées, le système se met à éternuer pour une raison X ou Y. Oui. Ça peut arriver, on est d'accord. Bien sûr, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe on sans aura tomber dans le fatalisme ou dans le côté négatif des choses, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter et ça peut être un vrai problème parce qu'au point de vue justement de sécurité de tous ces environnements-là, on n'a pas fait beaucoup d'efforts dans cette nouvelle génération parce que c'est pas rentable la sécurité. Ça rapporte pas d'argent la sécurité. Enfin, ça peut en rapporter indirectement pour ne pas avoir de panne. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait trop d'efforts sur la partie sécurité et effectivement, il peut y avoir des pannes graves qui peuvent se passer. Moi, je vais partir vivre dans une grotte. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Guy Pujol, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Vous nous avez bien éclairé en tous les cas sur la 5G, qui est un thème assez compliqué et complexe quand on n'y connaît pas grand-chose. Je vous conseille ce livre pour ceux qui nous regardent. Faut-il avoir peur de la 5G? Extrêmement intéressant. Damien, merci beaucoup. Avec plaisir, Anthony. À bientôt. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de On s'en parle. À bientôt.